voulais revenir sur ce thème extrême centre. C'est quoi l'extrême centre? Alors, je crois que c'est un terme qui a été popularisé par Alain Deneau, mais qui ne vient pas de lui, qui vient d'un autre intellectuel dont j'ai oublié le nom et il m'en excusera. Et je trouve que c'est un concept lumineux. Parfois, les intellectuels ont des coups de génie, ça en est un. Et ça en est un à la fois parce que ça dit qu'en fait, ces gens qui nous appellent toujours à la nuance, qui détestent les extrêmes parce que les extrêmes sont extrémistes, donc il manque un peu de nuance, sont eux-mêmes absolument pas nuancés dans leur façon d'occuper leurs propres opinions. Donc il y a une façon absolue. Le centre, pour moi, n'est pas le lieu de la nuance. Le centre est un positionnement politique extrêmement substantiel et qui, en général, est défendu par les centristes avec énormément de radicalité. C'est-à-dire que c'est ça qu'on... C'est-à-dire que, par exemple, c'est des gens qui sont radicalement pour la propriété privée. Ils sont radicalement, sans nuance, pour la propriété privée lucrative. C'est-à-dire, je possède 3 appartements à Paris, moi j'habite mon appartement, mais je fais de l'argent avec mes 3 appartements, sans travailler. Juste l'argent produisant de l'argent. Ça s'appelle la propriété lucrative. Les centristes sont pour la propriété lucrative et ils n'apporteront aucune nuance à ça. Ils sont aussi pour l'héritage. Ils n'apporteront aucune nuance à l'héritage. Donc ils sont radicalement centristes. Ils sont radicalement pour l'ordre social existant. Ils sont radicalement contre le fait que les ouvriers possèdent leur usine. Ils sont radicalement contre la suppression de l'école obligatoire. Ils sont radicalement contre le fait qu'on sorte de la prison. Donc on essaie de se donner un autre dispositif que le carcéral pour réguler la société et un certain nombre sa délinquance ou que sais-je, sa criminalité. C'est ça que désigne l'extrême centre. Ces gens-là sont absolument radicaux dans leur position et dans leur défense surtout de l'ordre conservateur. Et il n'y a qu'à voir la tête qu'ils font quand il y a un frémissement de Mélenchon sur leur gauche et que ça réactive chez eux des peurs ancestrales de bourgeois, à savoir le retour des rouges. C'est des bourgeois. L'extrême centre, c'est les bourgeois. C'est le parti de la bourgeoisie, c'est l'espace de la bourgeoisie. C'est qui aujourd'hui? C'est LREM Tout ça, je crois que moi là-dessus, ça unit tout à fait bien le camp, je dirais, tout ce qui serait effectivement à droite de l'Union populaire. Pour moi, c'est un bloc bourgeois. C'est ce que j'essayais de démontrer dans mon livre précédent qui s'appelait Notre joie. Bien sûr, bien sûr. Ça, on ne dit pas assez à quel point Marine Le Pen elle-même, d'ailleurs, a grandi dans certains milieux. C'est une bourgeoise, elle a grandi comme une bourgeoise. Ceux qui votent pour elle ne sont pas forcément des bourgeois. Ah, tout à fait, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est quand dans le programme même, dans l'imaginaire politique de Marine Le Pen et de ses acolytes, dans le camp qu'elle incarne, il n'y a aucune remise en question de l'ordre bourgeois. Aucune. Aucune. Il y a quelque chose d'assez étonnant en France, c'est qu'on a un président qui a été prétendument élu pour faire barrage à l'extrême droite. Pourtant, on se rend compte au fil du temps qu'il a des pratiques qui ne divergent pas tant que ça de certaines pratiques habituelles de l'extrême droite. Là, on voit il gouverne en 49.3 sans que ça pose problème. Voter des lois qui sont rejetées par 80% de la population, il n'y a évidemment aucun problème. On est même courageux. On se rend compte qu'il n'a évidemment pas hésité à réprimer très violemment les gilets jaunes. On a vu le nombre des borniers. On voit d'ailleurs régulièrement la police aussi qui tape le moindre manifestant. Comment est-ce que vous qualifieriez le régime actuel ? À tendance illibérale, ou plutôt de nature illibérale, et à tendance fasciste. Je pense qu'on peut le dire très ouvertement maintenant. Je crois que, je fais partie de ceux qui, dès 2016-2017, ont dit attention, derrière une façade aimable d'un en même temps assez illusoire, on a quand même des gens qui sont, d'une part, dépourvus d'histoire. Ce sont des gens qui n'ont jamais vraiment travaillé, qui n'ont pas fait de réelles études, alors à part un peu Macron peut-être, mais sinon les autres, on le voit avec ses journées à Attal, etc. Et des gens qui, dépourvus d'histoire, qui n'ont jamais vraiment travaillé non plus, dépourvus de principes, et dépourvus également de la notion du sens des principes républicains. Autrement dit, je craignais qu'avec ces gens-là, on ait une politique, pour aller vite, de droite, beaucoup plus brutale qu'avec un François Fillon, par exemple, qui avait un programme, assez violent, mais qui avait une histoire d'élus très longue et qui savait très bien qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, ni avec les institutions, ni avec les principes, ni avec la population française. Là, on a des gens qui prétendent se situer sur un plan technique purement abstrait. D'ailleurs, leur vie est assez abstraite, au fond, ils manipulent des abstractions, sans principe véritablement incarné et sans conscience de l'importance de ces principes. Et dès lors, ces gens-là font un usage technique d'une constitution qui, hélas, s'y prête. Il faut revenir un petit peu à l'histoire de la Constitution de 1958. Elle a été élaborée essentiellement par Michel Debré,
garde des Sceaux en 1958. Michel Debré, qui dans les années 30, donc 20 ans auparavant, était un jeune juriste du Conseil d'État, très intéressé par l'exemple de la Constitution de la République de Weimar et par les écrits de Carl Schmitt, et qui considérait, dans le contexte de la Troisième République, qu'il fallait renforcer le pouvoir exécutif, notamment au moyen de quelque chose comme l'article 48.2 de la Constitution de Weimar, qui donnait les pleins pouvoirs au président en situation exceptionnelle, et qui ont atterri dans la Constitution de 58 sous la forme du 49.3, on est passé du 48.2 au 49.3, et de l'article 16, qui a été déclenché une fois, on le sait, par De Gaulle pendant 6 mois. Donc vraiment armé, ou réarmé, comme on dit aujourd'hui, le pouvoir exécutif, mais chez un Debré, chez un De Gaulle, encore une fois, des gens qui avaient une histoire, qui avaient fait la guerre, qui avaient vraiment un sens des principes, de l'honneur et de l'histoire, on savait très bien qu'il fallait toucher ces choses-là avec des mains tremblantes. Là, on a des gens qui revendiquent un managérialisme foncier et qui, dès lors, manipulent des instruments techniques, des kits, des trucs, des moyens, et des moyens sans fin, hein, puisque c'est des gens qui ne s'interrogent pas forcément sur leur fin. Et ça donne quelque chose de terrifiant d'un point de vue démocratique, parce qu'on a un usage purement formel, d'une démocratie purement formelle, on se réclame de la Constitution, alors qu'on est totalement détaché, non seulement de l'histoire, des usages et des principes de la Constitution, et par ailleurs des fins même d'une réelle démocratie, qui sont en l'occurrence l'intérêt général et le bien commun. Là, pour parler en termes marxistes, il paraît que c'est caricatural, mais pardon, on fait face quand même à des caricatures exemplaires. Hein, en ce moment, bon, c'est quand même un festival. On a des gens qui mènent une politique de classe, ouvertement, favorable à maximum 5 à 10% de la population, encore je suis généreux, et qui, dès lors, ont face à eux 90% d'une population qu'ils combattent ouvertement, dont ils combattent ouvertement les intérêts. Hein. C'est visible en politique fiscale, en politique sociale, c'est très clair. Dès lors, structurellement, ces gens-là sont obligés de jouer de manière technique et abstraite des leviers d'une démocratie vidée de son sens et de son cœur. Et par ailleurs, dans l'usage du langage, on en parlait à l'instant, ils sont obligés de mentir en permanence.